théorème de Kurt-Gödel, hypothèse de Worf et Sapir, et une autre notion, ou un autre concept important, elle est due à un monsieur dont le parcours est très intéressant, il s'appelle Georges Devreux. Au départ, c'est un physicien qui fait sa thèse en France, auprès de Marie Curie, sur la radioactivité, et il va quitter, dès sa thèse soutenue, cette discipline pour devenir un ethnologue, un psychiatre, et à l'âge de 50 ans, il est devenu le spécialiste mondial des mythes grecs. Il s'appelle Georges Devreux. Et Georges Devreux a développé un concept très intéressant qui s'appelle l'ethnopsychiatrie complémentaire. Ça veut dire quoi? Quand un anthropologue est confronté à une culture très éloignée de la sienne, son cerveau, qui a été façonné par sa langue maternelle, par sa culture, a du mal à aborder cette nouvelle culture. Et donc il faut se méfier de sa propre culture pour aborder cette nouvelle culture. Donc il dit, tout phénomène relevant des sciences humaines est redevable d'au moins deux explications, une explication psychologique et une explication anthropologique. Et cette double approche ne doit pas être utilisée simultanément. C'est-à-dire que vous regardez votre réaction, concrètement par exemple, on nous parle, nous occidentaux, d'excision. Évidemment, on va réagir, et il n'y a pas de moralité, c'est une juste réaction. Simplement, dans la culture locale qu'on étudie, on ne va pas du tout voir l'excision comme une mutilation. Donc l'anthropologue se doit de mettre de côté sa réaction psychologique pour pleinement développer son regard anthropologique. Et ensuite, il pourra à nouveau utiliser son regard psychologique. Et donc, c'est cet aller-retour entre la culture maternelle que nous devons écarter, on va mourir à sa culture de départ, pour mieux épouser le phénomène ethnologique qu'on veut étudier. Et un anthropologue du début du siècle, Edward Burnett, disait « Pour comprendre un mythe, il faut passer une sorte de ligne frontière en deçà de laquelle il faut être pour épouser le mythe et au-delà de laquelle il faut être pour le comprendre d'un point de vue universitaire. » Et il ajoutait « Nous avons l'heureuse fortune de vivre sur cette ligne frontière et de pouvoir la passer et repasser à volonté. » Donc, ces trois aspects sont une invitation à un principe de résistance. Effectivement, il y a eu un coup d'État de l'économie. L'économie n'est plus au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de l'économie. Et on va aller un petit peu plus loin dans cette logique. Vous êtes bien d'accord qu'il existe une logique du vivant, comme il existe une logique de la matière. La logique du vivant, notamment en biologie, c'est le fait qu'il y a toujours un contre-pouvoir. Alors on appelle ça en anglais feedback positif et feedback négatif. Imaginez que, on va prendre quelque chose de simple, un réactif A donne B. Un autre réactif, un produit exactement. A donne B. Si A donne B, B peut rétroagir sur A et limiter la transformation de A, le réactif, en produit. Sinon, il n'y aurait pas d'équilibre. Et notre corps utilise ça, on appelle ça l'homéostasie. Le premier à avoir compris ça, c'est Claude Bernard, qui a introduit la constance du milieu intérieur. Votre corps est à 37 degrés, si vous avez une élévation de température, ben évidemment vous avez une infection, et votre corps il essaie de limiter l'excès de température, ça passe par la transpiration. L'inverse est vrai, si vous avez une température trop basse, vous allez avoir des frissons, et évidemment on va avoir comme résultat une augmentation de la température de notre corps. Donc il y a toujours un contrôle, le feedback positif étant la transformation de A en B, et le feedback négatif, le fait que B limite, en agissant sur A, la transformation de A en B. En français, on parle d'action et de rétroaction. Regardez comme l'économie n'est pas soumise à une rétroaction, il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est du toujours plus. Donc ce n'est pas une logique du vivant. Or, si vous voulez, on ne peut pas faire abstraction de la logique du vivant. Et on voit bien qu'il existe réellement des sociétés qui rendent malades. On admet que des individus qui ont des problèmes sont un danger pour la société, mais on n'admet pas l'inverse, qu'une société malade est en mesure de rendre les individus malades. Alors ici, je sais qu'il y a des médecins, vous voyez bien que les gens ne sont pas bien, ils ne sont pas bien parce que l'économie ne donne pas lieu à une logique du vivant. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'idéologie, je ne suis pas en train de vous parler de tel ou tel aspect d'un programme politique,
c'est simplement du bon sens qu'on met dans notre analyse, et ce bon sens nous amène à la conclusion que le monde est mené par une logique qui n'est pas une logique du vivant, c'est une logique abiotique, qui est contraire même au vivant, parce qu'il n'y a pas de régulation. L'économie est toujours dans le toujours plus, encore plus et toujours plus. Alors, comment sortir de cette impasse? Eh bien, il faut amener les gens à mieux utiliser leur bon sens, leur logique, et vous allez vous rendre compte que si vous utilisez l'arme du bon sens et de la logique, ben ça s'effondre comme un château de cartes. Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, donc moi je suis né en 62, donc je regarde les actualités. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Pendant quelques mois, il y a une augmentation des barils de pétrole en 73. Ok, ça augmente, puis ça redévue. Et on nous a fait croire pendant 20 ans en France que c'était ça qui était à l'origine de la crise. Ben, quand on entend ces propos, moi j'étais jeune, donc j'avais aucune connaissance, je n'étais pas déformé. Moi je dis que les commentateurs politiques doivent mettre un gros nez rouge, des chaussures de clown, et dire bonjour les enfants. Parce que c'est pas possible qu'avec 3 ou 4 mois d'élévation du baril de pétrole, ça ait créé une crise. On a créé une chrysologie. On a créé une chrysologie qui a fini par entraîner une sinistrose, et les gens ont fini par adopter une philosophie du pessimisme, alors qu'ils devraient utiliser une philosophie de l'optimisme. Alors quand j'étais jeune, je ne pensais pas que l'économie avait autant d'importance. Je faisais partie de ces gens qui, quand ils lisent un journal, regardaient les pages spectacles. Et puis quand je me suis rendu compte que finalement l'économie réglait nos vies, j'ai commencé à changer ma focale d'analyse. Alors je me suis demandé pourquoi l'Occident avait été dans cette direction. Et finalement, je me suis rendu compte que la réponse, elle pouvait être donnée par rapport à la physique assez curieusement. Vous savez que la physique est basée sur des forces. Donc il y a 4 forces. La force gravitationnelle, c'est elle qui attire, c'est elle qui est responsable de l'architecture de l'univers. Elle ne peut être qu'attractive. C'est la première qui a été découverte par le grand Isaac Newton. Ensuite, on a découvert l'électricité, le magnétisme, ça a donné les forces électromagnétiques, et elles sont modulées. C'est-à-dire que 2 charges de même nature se repoussent, 2 charges de signe contraire s'attirent. 2 charges plus vont se repousser, comme 2 charges moins. Par contre, une charge plus et une charge moins s'attirent. Et puis après, on a découvert les forces qui permettent la cohésion du noyau. Ça s'appelle les forces nucléaires. Il y en a 2. Il y en a une qu'on appelle la force nucléaire forte, celle qui permet à l'atome d'avoir sa cohésion, et la faible, celle qui est responsable de la radioactivité. Elle est faible, beaucoup plus faible que la première, la force nucléaire forte, et de temps en temps, selon les atomes, il y a un rayonnement nocif pour nous qui sort du noyau. Or, l'Occident est resté lié à la première force qu'on a trouvée, celle de Newton. C'est celle de « j'attire, je ne peux qu'attirer », c'est le toujours plus. Et je me suis rendu compte que quand on regarde les peuples dits premiers aux racines, ils ont un autre rapport au vivant. C'est pas du tout la même chose. Ils sont plus dans la philosophie de Linus Pauling. L'important, c'est pas les choses, mais c'est le rapport qu'on va établir entre les choses et le rapport que les choses établissent entre elles. Je vous rappelle cette phrase, la vie ne réside pas dans les molécules, mais dans les relations qu'elles établissent entre elles. Or, je me suis dit qu'il y a 2 types de logique. Il y a la logique de l'extériorité, la logique de l'intériorité. Et finalement, les peuples qu'on appelle racines, il y en a à peu près 300 millions, sont des peuples qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle la mécanique quantique ou la physique moderne que nos sociétés, qui, quoi qu'on en dise, sont encore restées liées, tout au moins dans leur structure macroscopique, à l'édifice de Newton. Alors Newton, il avait une jolie formule, il disait « Je ne sais pas comment le monde me perçoit, mais j'ai l'impression de n'avoir été qu'un enfant jouant sur la plage, m'émerveillant de la découverte d'un caillou un peu plus poli, d'un coquillage un peu plus brillant, tandis que le vaste océan de vérité s'étendait inexploré devant moi. » C'est joli. Et donc ce monsieur qui a été à l'origine de la physique classique, qui s'est différencié par la suite de la physique moderne, eh bien, il nous donne le message suivant, c'est-à-dire qu'en physique classique, l'observateur n'influence absolument pas son expérimentation, par essence. Alors que dans la physique moderne, observer, c'est perturber. Par exemple, si on vous prend en photo,
Bah, si vous vous sentez pris en photo, vous allez vous figer, vous êtes plus naturel. Vous avez été perturbé. Mais parce qu'il y a un acte de mesure. Mais en mécanique quantique, par essence, le simple fait d'être devant l'expérimentation, sans même mesurer, perturbe cette expérimentation. Alors je vais essayer de vous... Ça va nous permettre d'aborder la transdisciplinarité. Vous résumez, c'est un peu un tour de force, la mécanique quantique en quelques mots, et vous montrer comment la physique classique nous déresponsabilise et comment la mécanique quantique nous responsabilise. Alors tout commence en 1900. Un grand physico-chimiste, Lord Kelvin, fait un discours un petit peu ronflant qui dit la chose suivante: la connaissance physique est comparable à un immense ciel bleu, à l'horizon duquel subsistent seulement deux petits nuages. Et il ajoute, à part ces deux petits nuages, nous avons tout compris des phénomènes lumineux et thermodynamiques. Pas de chance, un de ces petits nuages a donné un orage, ça s'appelle la physique quantique, et le deuxième, ça a donné un deuxième orage, c'est la relativité. Alors le premier orage qui va éclater, c'est la relativité, c'est-à-dire qu'on va renoncer à un temps et un espace absolu. Dès qu'on bouge, même physiquement, c'est-à-dire dès qu'il y a un mouvement, eh bien, on ne va pas percevoir les longueurs de la même façon. Quand on va très vite, eh bien, il y a une sorte de relativité, c'est-à-dire que, on va prendre un exemple plus concret, le temps qui s'écoule ne sera pas le même à l'extérieur comme à l'intérieur. Imaginons, c'est ainsi qu'on présente généralement la relativité, deux jumeaux, qu'on va appeler en hommage à François Truffaut, Jules et Gilles. Jules reste sur Terre et Gilles monte dans un vaisseau spatial. S'il se déplace très vite, par exemple, à 87% de la vitesse de la lumière, en gros c'est 300 000 km à la seconde, eh bien s'il est resté 10 ans dans l'espace, il s'est écoulé 20 ans sur Terre, le double. C'est-à-dire que plus on va vite, plus le temps s'écoule lentement dans le vaisseau spatial, ce qui n'est pas le cas sur la Terre. Donc on a comparé deux référentiels, le référentiel de la Terre et le référentiel du vaisseau spatial. Et donc on s'aperçoit que le temps s'écoule 2 fois moins vite dans le vaisseau spatial et deux fois plus vite sur Terre. Si on va encore plus vite, à 99% de la vitesse de la lumière, cette fois-ci, si on reste 10 ans dans le vaisseau spatial, il se sera écoulé sur Terre 707 ans. 70 fois plus. Ça veut dire que la vitesse nous empêche d'avoir un temps absolu. Ce sont des temps relatifs. On pourrait dire la même chose par analogie, il n'y a pas de discipline absolue, il n'y a que des disciplines relatives. Le deuxième orage, c'est la mécanique quantique. Alors au début du siècle, on venait tout juste de prouver l'existence de l'atome. Seulement, comment était structuré l'atome? Au départ, on pensait que c'était une boule pleine qui était animée de mouvements éternels. C'est ainsi que les Grecs envisageaient avec beaucoup d'intuition l'atome. Et regardez, si on avait suivi l'intuition des Grecs, on aurait gagné 2000 ans. Il a fallu prouver. En tous les cas, au bout de 2000 ans, on a prouvé que l'atome existait. Maintenant, effectivement, la question qui se posait, est-ce que la physique qui régit l'atome est la même que celle qui régit notre quotidien? La réponse est non. Alors qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert quelque chose d'assez inattendu, c'est que dans le monde microscopique, chaque atome a une double dimension. Il a à la fois une dimension matérielle, substantielle, à laquelle est associée une dimension vibratoire. C'est les deux réunis. On n'est pas dans l'onde ou le corpuscule, il n'y a pas d'un côté, comme en mécanique classique, le monde de la matière et de l'autre le monde ondulatoire, c'est les deux réunis. C'est de la matière-onde. Première surprise. Et évidemment, vous pouvez imaginer que si un atome a une double dimension, il ne va pas se comporter. Imaginez ce piano avec une dimension ondulatoire et son poids une dimension matérielle, on aurait un objet curieux, un petit peu comme l'ornithorynque, en anglais Duc Moll. Quand on le regarde de dos, on a l'impression d'avoir une taupe et devant un canard, c'est un canard taupe. On ne sait pas vraiment à qui on a affaire, il est Janus. Là c'est pareil, un objet, est-ce qu'il est ondulatoire ou corpusculaire? Il est les deux à la fois. Et rien que ça, c'est déjà une révolution qui a son écho actuellement, puisqu'on envisage une autre médecine,
où la dimension vibratoire nous permettrait de voir autrement notre corps humain. Comment on peut comprendre ça? Très simplement, vous savez qu'un atome, c'est l'unité de base élémentaire de la physique. Maintenant, une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Alors pendant des années, les physiciens expérimentateurs disaient « Oh là là, mais attendez, vous passez de l'atome à la molécule, il n'y a pas de vibration. » Or, on est en train de découvrir que des molécules assez importantes ont une dimension ondulatoire. Il ne faut pas être grand clair pour savoir que dans quelques années, des grosses molécules, aussi grosses que l'ADN, auront elles également leur dimension ondulatoire. Alors, il faudra l'avoir prouvé. Première différence entre un artiste et un scientifique, si tous les deux cherchent à reculer l'artiste et le scientifique les limites de l'inconnu, le scientifique est astreint à la vérité d'être compris, à la vérité de vérifier, contrairement à l'artiste qui n'a pas cette contrainte. Il est beaucoup plus ludique. Alors, les molécules s'organisent pour former des cellules, puisque les cellules sont faites d'un assemblage de molécules. Les cellules vont s'organiser en tissus et en organes. Ça veut dire que des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules jusqu'aux atomes, il y aura toujours cette double dimension ondulatoire et corpusculaire. Ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager d'autres formes de médecine, qu'on rentre dans les thérapies quantiques. Il existe déjà des technologies qui vont se développer de plus en plus. Mais ça va au-delà. Ça veut dire que quand vous pensez, votre pensée même a une dimension ondulatoire. Et donc, la dimension ondulatoire n'est pas la même quand vous avez une intériorité optimiste ou pessimiste. Et donc, si on prend à la lettre la théorie de la mesure de la mécanique quantique, observer c'est perturber, le simple fait d'être animé d'un optimisme ou d'un pessimisme ne va pas interagir de la même façon avec le monde. Alors on est en train progressivement d'étendre ça du monde microscopique au monde macroscopique, ça prendra du temps, on pourra le prouver, mais si vous retenez ça, vous verrez que dans quelques années, on arrivera à ces conclusions. La nature de la matière est double, la nature de la biologie est double, elle a une nature corpusculaire ondulatoire. D'une certaine façon, l'imagerie médicale l'a utilisée. C'est quoi la RMN? C'est la résonance magnétique nucléaire. On arrive à avoir des signaux, on va dire, vibratoires qui permettent de sonder le corps. Regardez comme c'est très curieux, parce que si vous prenez un cancérologue, on va lui apporter un beau cliché de RMN, il a un pouvoir de résolution extrêmement fin, mais quand lui va faire ses stratégies thérapeutiques, on a l'impression qu'en quelques secondes, il a régressé d'un siècle. C'est-à-dire que la vibration n'existe plus, seule la matière a sa primauté, alors que la technologie qu'il a utilisée utilise ça. C'est-à-dire cette double dimension de la matière qui est onde et corpuscule. Alors, autre découverte de la mécanique quantique, c'est que l'énergie que la matière envoie, elle est source d'énergie, cette énergie est envoyée par bond. Très curieux. Alors qu'en mécanique classique, on n'avait pas cette notion. Alors, c'est Max Planck qui va le découvrir en 1900. C'est un thermodynamicien, on dit que c'était le plus grand thermodynamicien de son époque. Donc, Herr Professor, c'est un Allemand très rigoureux, et il étudie la chaleur émise par un four un peu spécial qu'on appelle un corps noir. Alors, imaginez un four entièrement noir à l'intérieur, on a la possibilité de le chauffer. À l'intérieur du four, il y a des ondes qui sont créées. On fait un tout petit trou pour que la lumière puisse sortir. Évidemment, vous savez tous que le noir absorbe, donc on évite une dispersion. On a un petit faisceau qui sort, et regarde comment les lois d'émission thermique se font en fonction de la température. Alors vous savez que quand vous prenez une barre de fer, vous la chauffez à 600 degrés, c'est rouge, à 2000 degrés, ça devient blanc, et puis au-delà de 10 000 degrés, ça devient bleu. Donc quand c'est rouge, c'est des infrarouges, quand c'est blanc, c'est comme la lumière visible, il y a une sorte d'interaction de toutes les vibrations qui donnent du blanc, et au-delà de 10 000 degrés, c'est violet. Et là, qu'est-ce qu'il constate? Tout marche bien, sauf que quand on arrive à la température ultraviolette, il n'y a pas une courbe qu'on appelle une courbe de Gauss. Vous savez, c'est cette courbe en bosse où chaque point thermique correspond à une puissance d'émission. Il constate qu'on a une seule réponse. On appelle ça un pic de Dirac. Vous savez, comme la dent d'un peigne.
quelle que soit la température, si on augmente à 12 000, 13 000, on a la même réponse. Alors c'est très curieux, c'est une température, on va dire, en dehors des lois normales, mais cette température, qu'on a appelée par la suite la catastrophe ultraviolette, a fait s'écrouler l'édifice de la physique classique. D'ailleurs, en physique, souvent la révolution passe par la lumière, ça vous étonnera pas. Un écrivain français, Jean Gelot, disait « Lorsque les mystères sont malins, ils se cachent dans la lumière ». Alors, les mystères sont très malins parce qu'ils se cachent bien dans la lumière. Alors à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que la matière microscopique émettait de la lumière par paquet. En latin quantum, ça veut dire combien, quantité, au singulier c'est quantum, au pluriel c'est quanta, et ça donnait la théorie des quanta. Mais Max Planck n'était pas content. Il était vraiment contrarié parce que le bel édifice classique qu'il avait construit s'effondrait brutalement sous ses yeux. Il a fait une conférence en décembre 1900 devant ses collègues. Il leur a dit « Dans un acte désespéré, j'ai été obligé d'abandonner le bel édifice de la physique classique, à savoir une émission continue, au profit d'une émission qui est discontinue. » Alors c'est quoi la discontinuité? Très simplement, imaginez une droite. C'est plein, c'est fait d'une infinité de points. On a dû vous apprendre ça en mathématiques élémentaires. Si j'enlève certaines parties de la droite, il y a du plein, du vide, du plein, du vide. Là où il y a du vide, c'est interrompu. Donc c'est pas continu, parce qu'il y a des interdits. Et les interdits de plein, c'est le vide. C'est la même chose pour la physique moderne. Après avoir connu le totalitarisme du continuum, la continuité, on est rentré dans la révolution de la discontinuité. Curieusement, on pourrait s'attendre qu'une physique où il y a des valeurs interdites, des valeurs non autorisées, c'est pour ça qu'il y a une discontinuité, donne lieu à une physique moins riche que la physique classique où tout est autorisé. Là, c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on a ça entraîné? Je vais prendre un exemple encore plus concret. Imaginez une voiture quantique. Si elle roule en continu, vous n'avez pas de vitesse, en dehors de la vitesse maximale autorisée par votre moteur, interdite. Mais imaginez une voiture qui roule de 20 km à l'heure à 20 km à l'heure. Elle pourrait avoir comme valeur 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, etc. Mais pas 25 ou 38. Ça serait interdit. Ça serait curieux quand même. Et quand on a cette contrainte, on rentre dans un monde qui est totalement différent. Je vais vous citer quelques propriétés et vous montrer comment certains peuples, dits racines, vivent sans le savoir à l'unisson de cette philosophie.